Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à vous remercier tous d'être venus nombreux à ce débat malgré les grèves persistantes. Soyez rassurés, vous ne le regretterez pas. Comme vous le savez, notre association a aujourd'hui la chance de recevoir à ce débat Monsieur le député François Ruffin. Vous êtes d'ailleurs le premier député de la France Insoumise à nous faire l'honneur de votre présence. Nous espérons que vous serez le premier d'une longue liste. Avant de commencer, permettez-moi de revenir sur votre parcours riche en combats politiques et rebondissements. Monsieur Ruffin, nous vous connaissons aujourd'hui en tant qu'homme politique français, mais avant cela, vous êtes journaliste. Originaire de Picardie, vos années lycée se passent au lycée Providence, un institut privé jésuite également fréquenté par Emmanuel Macron. En 1999, vous fondez Fakir, un journal de gauche, engagé et dit indépendant, bien qu'il ne cache pas son soutien à la France Insoumise. Finalement, son slogan résume bien la ligne éditoriale du papier. Journal fâché avec tout le monde, ou presque. En parallèle, vous vous formez auprès du Centre de formation de journalistes et passez une maîtrise en lettres modernes. Déjà contestataire, vous critiquez les méthodes pédagogiques enseignées au CFJ en publiant en 2003 Les petits soldats du journalisme. Vous sonnez une charge virulente contre les méthodes du journalisme moderne ou mal journalisme, qui, selon vous, court après le profit en recopiant des dépêches alléchantes de l'AFP. Néanmoins, il faut noter que de nombreux étudiants remettront en cause vos dires sur cet établissement qui formera des ténors du journalisme tels David Pujadas. Mais ce n'est pas tout. Vous travaillez également par la suite pour France Inter, où vous participez pendant 7 ans à l'émission Là-bas si j'y suis, et écrivez des articles pour Le Monde diplomatique. Tout en continuant à gérer Fakir, vous entamez une carrière de cinéaste en réalisant Merci Patron en 2015. Comme son titre l'indique, Merci Patron est un documentaire satirique dans lequel vous attaquez au plus riche des patrons, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH. Dans ce reportage, vous êtes prêt à tout pour faire entendre la voix des licenciés, notamment celle de la famille Klur, symbole des conséquences graves des délocalisations. Votre film rencontre un franc succès avec près de 500 000 entrées, si bien qu'il sera décoré du César du meilleur documentaire en 2017. César que vous remettez symboliquement à l'ensemble des ouvriers de l'usine Whirlpool. Votre film fera même la une du New York Times, étant présenté comme un cri de ralliement contre la loi travail. Ce dernier projet de Myriam El Khomri sous François Hollande fera d'ailleurs émerger le mouvement Nuit debout, dont on vous accorderait pour partie l'initiative. Alors Nuit debout, mouvement social et pluriel complètement atypique, qui se concentrait d'abord contre la loi travail pour s'élargir ensuite vers une contestation plus globale des institutions politiques et du système économique. On se souvient tous de ces images de la place de la République, presque assiégée par des milliers de manifestants, en plein débat quelquefois. Il vous fera gagner grandement en notoriété. Journaliste, cinéaste et tout naturellement politique. Vous êtes en effet élu député le 18 juin 2017 dans la première circonscription de la Somme, soutenu notamment par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti communiste français et Ensemble. Comme vous le dites, vous ne promettez pas la lune à vos électeurs, pour reprendre vos dires, mais des changements concrets et construisez notamment votre campagne avec 3 mesures que vous proposez d'appliquer: jury pour gérer les réserves parlementaires, mandat révocable et député smicard. Vous soutenez le protectionnisme, notamment industriel, une convergence des électorats de la gauche, à la fois des classes populaires et des cadres et intellectuels, comme on a pu le voir lors du mouvement Nuit debout, qui semble nécessaire pour vous pour mener à bien des changements sociaux en France. Au Parlement, vous siégez donc dans le groupe de Jean-Luc Mélenchon, en tant qu'élu du peuple et non au-dessus du peuple. En témoignent votre attitude, votre style vestimentaire et votre proximité avec les citoyens. Très vite, vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, malgré quelques hésitations de la France Insoumise. Et vous réalisez encore un film intitulé Jeux du Soleil, qui retrace votre voyage du nord au sud de la France à la rencontre des Gilets jaunes et de leurs revendications. Vous vous présentez en fait en véritable cahier de doléances des Gilets jaunes. Enfin, vous avez récemment publié un nouveau livre, Il est où le bonheur?, où justement vous proposez de répondre à cette question. Pour vous, le bonheur, il ne se trouve pas dans la surconsommation, dans l'asservissement de ses envies, il ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans l'être. Vous abordez les enjeux climatiques contemporains qui nécessitent selon vous une action sociale commune, tout en vous attaquant notamment aux classes sociales les plus aisées. Votre livre le dit si bien. Voilà que cet impératif, sauver la planète, nous rassemblerait tous. Au contraire, la crise écologique aiguise la lutte des classes, la renforce. Nous sommes engagés dans un combat de l'intérêt général contre les multinationales. Pour vous, l'ennemi, ce sont ces grandes entreprises, les multinationales.
cachés derrière des lobbies, des avocats, des éditorialistes, présents même jusqu'au sein de l'État. Finalement, c'est presque un roman philosophique et normatif sur un mode de vie social, écologique et politique que vous préconisez pour sauver notre planète. Dernièrement, dans le classement des 28 personnes les plus influentes d'Europe, de Politico, vous apparaissez dans la catégorie des perturbateurs. Finalement, ne serait-ce pas vous, le premier rempart et opposant au président de la République? C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'on vous accuse d'entente secrète lors de la rencontre d'ouvriers à l'usine Ecoplan en 2016. Votre révolution est-elle en marche? Vous avez donc connu plusieurs vies, monsieur Ruffin. Mais toutes ont en commun la contestation de l'ordre établi. La contestation des inégalités sociales, de l'inaction politique, de l'inaction individuelle également. La contestation de la Macronie suprême au pouvoir. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui s'agacent de ces mises en scène très autocentrées et de ces exagérations, pour citer l'Express. Mesdames et messieurs, ce soir, François Ruffin, un homme politique provoquant, parcours opiniâtre et atypique. Je vous remercie et je laisse ma parole à Alexandre et Victor. Merci beaucoup. D'abord, je vais dire un mot pour remercier ceux qui ont organisé cette rencontre, parce que je sais à quel point, quand il y a un événement public comme ça et qu'il y a une salle bien remplie, c'est qu'en amont du moment où vous venez, il y a des gens qui ont effectué un travail invisible, il y a des personnes qui sont venues me voir tôt le matin à la sortie de chez Bourdin la dernière fois, il me semble. Voilà, la salle a été réservée, il a dû falloir faire des affiches, créer un événement Facebook et tout ça. Et je sais que ça permet que dans notre démocratie, les idées dissidentes se diffusent autrement que par les grands canaux des médias dominants et que parfois les petites rivières, les petits ruisseaux d'idées fassent une grande rivière. Donc voilà, c'est la première chose, c'est pour remercier les petites mains invisibles qui permettent cette rencontre ce soir, quoi. Ensuite, bon, je vais pas revenir. Je veux dire, quand vous avez votre biographie comme ça, il y a toujours des virgules qui sont pas au bon endroit, donc on s'en fiche. Non, moi j'ai le sentiment d'avoir eu qu'une vie. Voilà, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Non, mais je pense qu'il y a une grande cohérence dans mon parcours. Voilà, on va la détailler ensuite, mais d'un parcours qui se fait avec les gens et contre l'argent depuis 20 ans maintenant que j'ai lancé le journal Fakir, quoi. Bonsoir, monsieur le député. Pour commencer, dans votre livre, donc, vous questionnez la réalité d'une écologie commune entre différents groupes sociaux aux revenus et modes de vie différents. Une certaine lutte des classes transparaît dans votre vision de la transition écologique, avec notamment une forte responsabilisation des hyper-riches, au travers d'une écologie punitive assez assumée. Quelle serait pour vous aujourd'hui la priorité pour initier la transition dont vous parlez ? Je veux expliquer d'abord pourquoi je pense que nous ne sommes pas tous sur le même bateau. Je considère qu'en effet, la lutte des classes, elle continue, elle se poursuit et même elle s'intensifie en période de crise écologique. C'est-à-dire ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est plus seulement le niveau de vie, mais c'est la survie elle-même. C'est ça l'enjeu présent. Et dans ce cadre-là, il y aurait un raisonnement naturel, et je l'ai partagé, de me dire, mais après tout, nous sommes tous sur la même planète, nous sommes tous sur le même bateau. On ne voit pas pourquoi, en gros, je vais caricaturer, les riches ou les dirigeants de la planète, ils cireraient une branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. D'abord, il faut dire qu'il y a une inégalité face dans ceux qui produisent le réchauffement climatique. Ne serait-ce qu'en France, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc il y a déjà une inégalité interne à la société dans ceux qui la provoquent. Maintenant, je passe vite sur l'exil climatique. Là, ce matin, j'ai interrogé le directeur général de Amazon France. Donc l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos. 9 secondes de Jeff Bezos égale une année d'un salarié de Amazon chez moi à Bove, puisqu'il y a juste à côté de chez moi, bon, 9 secondes. Que fait, donc là on vient d'apprendre que Amazon ne paye pas la TVA en France à 98%, que déjà il exilait ses revenus au Delaware ou au Luxembourg. Bon, et que fait Jeff Bezos de tout cet argent-là? Il prépare la colonisation du système solaire. Il prépare du tourisme spatial et il dit voilà, il va falloir se réfugier ailleurs. Et c'est bien un symptôme de l'exil qu'imaginent les riches. On sait que dans la Silicon Valley, on se prépare à s'installer en Nouvelle-Zélande. Après, Donc, bon, le voyage spatial, c'est pas
enfin, je pense pas que les gens autour de nous se disent je vais m'échapper de la planète. Enfin, pour contrer l'urgence climatique, parce que Jeff Bezos, il est pas. Oui, même si on lui prend tout. Pardon ? Si on lui prend tout, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que Jeff Bezos. À d'abord poser des prémices qui est nous ne sommes pas tous. Eux, ils préparent leur exil climatique. En Nouvelle-Zélande pour les uns, et là, le plus délirant par le transhumanisme et tout ça, par la colonisation. Et ensuite, il y a une étude qui est une étude faite par la NASA, par un mathématicien de la NASA, qui est hyper intéressante, qui s'appelle les études Andy, pour comprendre ce qui se passe. Les études Andy, elles disent ceci, c'est que quand il y a un effondrement qui s'est produit dans les temps ancestraux, en fait, l'élite au pouvoir, elle est la dernière à réagir parce qu'elle le ressent avec 1 ou 2 générations de retard. Ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien foncer dans le mur, ils ne le ressentiront qu'avec retard. Moi, j'utilise généralement une image qui est l'image du Titanic, en se disant finalement c'est comme nous, comme si on voit les réfugiés du Sud, ils sont dans les cales et ils cherchent à monter parce qu'ils voient déjà la montée des eaux. Nous, on est dans les cabines et on se dit que ça craint, et au-dessus, il y a les riches qui sont sur le pont et qui dansent. Il y a un philosophe qui s'appelle Bruno Latour qui a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Où atterrir et qui prolonge cette image et dit ça c'est encore trop optimiste. En vérité, ce qui est en train de se passer, c'est que les riches, ils sont dans les canaux de sauvetage et ils demandent à ce qu'on joue de la musique, à ce que l'orchestre joue de la musique pour que nous continuions à danser. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir si on laisse la direction du navire entre les mains de cette élite-là. Entre les mains d'une élite, il faut une élite. Mais là, nous l'avons laissé entre les mains d'une élite obscurcissante. Donc il faut reprendre les mains, le volant, et changer de direction, appuyer sur le frein. Donc que faire d'abord, puisqu'il y a une réponse très concrète à apporter. La première chose à faire pour moi, c'est de forger un nouvel imaginaire. C'est-à-dire que la réussite, ça ne doit pas être la Rolex à 50 ans. Il faut chasser ça de nos esprits. Il faut chasser, donc la première mesure que je prendrai, et pas, je peux venir ensuite sur des mesures en termes de transport, en termes de logement, en termes de tas de choses concrètes comme ça, mais il faut en finir avec la publicité. Il faut en finir avec la publicité qui est une injonction au consommer plus et qui nous fait signifier que le bonheur passe par l'achat du nouvel iPhone. Il faut chasser cet imaginaire de nos têtes parce que si on reste dans un modèle consumériste, productiviste, c'est évident qu'on envoie la planète droit dans le mur. Et parce que chasser le consumérisme, donc ce sont des mesures plus éducatives d'une certaine façon, parce qu'il va falloir refaçonner quand même une manière de penser qui est globale, qui n'est pas juste, qui n'est pas l'apanage seulement des riches, notamment dans les préoccupations notamment des Français, la préoccupation de l'écologie, elle arrive en tête chez les personnes soit les plus éduquées et les plus riches. Donc comment en fait, donc il faut éduquer les gens, leur dire que le système n'est pas bon, mais concrètement en fait, comment on décarbone la planète tout de suite? Parce que de retirer les publicités, ça va pas, enfin c'est toute une chaîne de valeur qu'il va falloir déconstruire. Il va falloir dire aux gens de consommer moins, et la consommation c'est pas que les riches qui consomment, c'est toute la population. Ce sont les gilets jaunes qui veulent de l'énergie à bas prix, voilà. Et donc comment ça on le résout, Monsieur Wolfin? Alors il y a plusieurs questions. D'abord, alors je théorise, hein, mais il y a un concept clé qui est important, c'est quelque chose qui s'appelle la rivalité ostentatoire. C'est un économiste, donc sociologue du 19e siècle, Thorstein Veblen, qui a mis ça sur pied. Et en gros, ça peut se résumer par un proverbe américain qui dit « Keep up with the Jones », se maintenir à la hauteur des Durand, on dirait en français. C'est-à-dire que les modèles, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète » de Hervé Kempf, et Hervé Kempf répond ils la détruisent directement parce qu'ils ont une hyperconsommation, mais il la détruit surtout indirectement par le modèle de société qu'ils promeuvent. Et donc, je vais vous donner un exemple. Je suis allé au Monaco Yacht Show, en baie de Monaco, et c'est pour acheter un yacht. Il faut avoir des petites activités comme ça le week-end. Donc j'étais reporter à la base si j'y suis, et donc un yacht c'est grosso modo 1 million d'euros du mètre. Vous pouvez avoir des hélicoptères, des sous-marins, une piscine sur le yacht lui-même et tout ça. Donc je visite tout ça. Et puis j'apprends qu'on remet là-bas le Green Label, le label vert. Donc je vais voir le bateau, je me dis je vais avoir un voilier avec une coque en bois, ça va être super chouette. Donc je vais voir le navire qui a reçu ça. L'architecte qui était le président du jury me le montre. Je me tombe devant un truc immense en hauteur, métallique, noir,
et pas de voile, un truc à moteur. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous avez remis le label vert à ça? Ben, en fait, quand on va aux toilettes, c'est pas rejeté dans la mer, mais ça reste à l'intérieur de, bon. Et en plus, les plans, ils n'ont pas été faits sur papier, ils ont été faits sur ordinateur. J'ai dit, putain, c'est la classe, quoi. Mais combien ça consomme de l'heure? Eh bien, ça consomme à peu près entre 800 et 1200 litres de l'heure. Donc, dis donc, pour un truc Green Label, c'est pas mal, quoi. Et donc, voilà, c'est une destruction là directe, mais la destruction indirecte que ça produit, c'est quoi? C'est que derrière, là, ça c'est pour les super gros, hein, mais derrière le patron moyen, il va valoir son yacht de 35 mètres. Le patron de PME, il va lui falloir son bateau de 10 mètres. Je connais pas beaucoup de patrons moyens. Mais bon, bah, un gros, bah oui, bah, un patron moyen du CAC 40, on va dire. Ah hein, oui, ouais, bah oui. Mais mais il faut voir, c'est la porosité. Ça ne représente qu'une minorité, mais c'est la porosité que ça produit. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir le chirurgien qui va vouloir avoir son voilier à la bolle, le retraité, même petit cadre, technicien, il part à la retraite, il faut qu'il ait sa croisière avec Costa, et en dessous on en arrive, moi sur la Somme devant chez moi, un prolo tatoué et tout ça, bon, qui fait du scooter des mers sur la Somme devant chez moi. C'est ça la porosité d'un modèle social qui vous dit, en gros, mais de la même manière, si vous restez comme une moule accrochée à votre rocher pendant l'été, vous êtes des losers. Il faut partir. Donc il y a les injonctions publicitaires pour ça, mais on voit bien qu'en étant entouré d'un milieu social, on baigne dans un milieu social qui vous dit et vous dicte ça quelque part. C'est ça le concept de la rivalité ostentatoire. Donc si jamais on ne change pas le modèle de ce qu'est la réussite, de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est le progrès demain, on est cuit. On continue à foncer dans une même direction qui est nuisible pour la planète et qui, au fond, je pense, rend pas forcément les hommes heureux. Monsieur le député, dans votre livre, donc vous exposez cette idée de changement d'imaginaire, mais en filigrane transparaît l'idée de la décroissance. Déjà, premièrement, prônez-vous concrètement ce modèle, l'idée d'une décroissance aujourd'hui dans l'économie? Non. Je prône la croissance. Tout comme je suis agnostique et j'ai éliminé Dieu de mes paramètres, je suis accroissant et j'ai éliminé la croissance de mes paramètres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est montré par des tas d'études, la croissance ne participe plus au bonheur dans les sociétés développées. Il faut voir que pendant des siècles, l'augmentation des richesses a permis une amélioration du bien-être dans notre pays. C'est évident. C'est évident, ça se voit grosso modo jusqu'au milieu des années 70, de manière subjective avec l'estimation du bonheur, mais ça se voit aussi par l'espérance de vie, par le taux de mortalité infantile, par un certain nombre de choses comme ça. Et encore aujourd'hui, dans plein de pays développés, la croissance, le PIB, va participer à un bien-être commun. Pourquoi? Parce que dans les premiers stades du développement, ça vient développer des services qui sont des services essentiels. C'est l'éducation, c'est la nourriture, c'est le logement, c'est les soins. Donc ça vient remplir ces fonctions-là. Et à partir d'un certain niveau, constitué en gros entre 15 000 et 20 000 dollars par tête de pipe, il n'y a plus de progression. La croissance peut continuer à augmenter, ça ne participe plus au bonheur. Ça ne participe plus à la baisse de la mortalité infantile. Et même on voit que dans les pays développés, il peut y avoir une certaine remontée du nombre d'homicides, de l'obésité, un certain nombre de maladies. La croissance ne participe plus au bonheur et même elle peut lui nuire. Donc à partir d'un certain moment, il faut décrocher de ça. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous avez mangé, si on vous repropose à manger, vous avez plus faim. C'est pareil la croissance. Si maintenant on vous dit que demain, le progrès, c'est d'avoir un deuxième frigo parce que vous en avez un, mais que cette fois-ci il sera connecté avec votre téléphone portable et qu'il y aura la 5G dessus, je suis pas sûr que ça sera ça qui participera à votre supplément de bonheur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le bonheur, il est à chercher dans une autre direction. Nous arrivons à une autre étape dans nos sociétés, à une autre étape dans le progrès pour l'humanité. Et ce progrès, moi je sais, c'est pour ça que j'ai pas mis de point d'interrogation à la fin de mon titre, c'est que je sais partiellement où il est. Il faut passer des biens vers les liens. Ce qui fera le progrès demain, ce n'est plus l'accumulation des biens, mais c'est la qualité des relations que nous entretiendrons avec nos voisins, nos cousins, nos collègues de travail, et ainsi de suite. C'est à ça qu'il faut travailler. Donc, voilà. Après, quel que soit le modèle, quelle que soit la voie qu'on prend, que ce soit celle-ci, la voie de la croissance, de la croissance, dans tous les cas, il faudra que les gens soient alimentés en énergie, en électricité, et la transition énergétique est aujourd'hui une des préoccupations majeures, pour la génération
ma génération et puis les générations futures. Est-ce que vous êtes pro-nucléaire, monsieur Ruffin? Parce que j'ai pas trouvé ça. Vous n'avez pas trouvé que j'étais pro-nucléaire? J'ai pas trouvé si vous étiez pour ou contre. Non, je pense que le nucléaire mérite un grand débat démocratique. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui en disant on ne peut pas réussir en même temps à dire aux Français qu'on va sortir du carbone et qu'on va sortir du nucléaire. C'est pas possible. Ce n'est pour moi pas audible de le dire en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un grand débat. Il faut lancer un grand débat sur le nucléaire pour qu'il y ait une prise de conscience des risques que comporte le nucléaire. Et qu'à la sortie de ce grand débat démocratique, les Français soient amenés à trancher sur l'orientation qu'ils veulent. Maintenant, il faut bien voir que le nucléaire n'est pas une solution économique. Là, la filière nucléaire est en train de se planter. Elle est en train de consacrer des milliards et vraisemblablement des dizaines de milliards pour aller dans une mauvaise direction. Donc de toute façon, le développement du nucléaire n'est plus une solution, quoi. D'accord. Et vous qui parlez parfois de l'alliance entre je reprends vos mots, les rouges et les verts, comment vous allez vous allier avec les verts qui sont, eux, pour une sortie ultra rapide du nucléaire? Non, mais je pense que de toute façon, si on cherche les points de blocage, on va toujours en trouver. Maintenant, c'est la direction générale qui va importer. Donc, je pense que si on dit que demain, on est aux affaires et on se met d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la question n'est pas assez répandue dans la population française et qu'il faut qu'il y ait un grand débat sur les apports et les risques du nucléaire en France, sur qu'est-ce qu'on fait des déchets, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de solution pour ce truc-là quand même. Je pense que c'est amené à faire mûrir. Je ne pense pas qu'on change une société malgré elle. C'est pour ça que je fais des livres. C'est pour ça que j'opère un travail idéologique. C'est que je ne pense pas qu'on arrive au pouvoir et on prend des décisions s'il n'y a pas eu un mûrissement dans la population. On mène pas un projet de société contre la société. Donc sur la question du nucléaire par exemple, mais sur d'autres questions également, il faut opérer un mûrissement et je pense que ça passe par un grand débat démocratique, quoi. Je vais me permettre de revenir sur la question de mon camarade qui parlait de cette dichotomie que vous faites dans la gauche, entre la gauche verte et la gauche rouge. Donc je vais me permettre de vous citer. Dans votre livre, vous dites « Quand l'emportons-nous dans notre histoire, lorsque les classes populaires se joignent à la petite bourgeoisie culturelle, aux éduqués, à la classe intellectuelle. Et c'est à cette lumière que je relie nos grandes dates. » Donc en considérant cette dichotomie entre la gauche rouge et la gauche verte, vous semblez tout de même vouloir réunir ces deux groupes. Concrètement, comment opérer ce rassemblement et réunir leurs intérêts bien distincts? Alors, vous confondez deux choses, si je puis me permettre, hein. Vous confondez préoccupation sociale, préoccupation écologique et une analyse de classe en termes de petite bourgeoisie intellectuelle, bon, on appelle ça comme on veut, les éduqués, et les classes populaires. Effectivement, je pense que la gauche dans l'histoire, elle n'est forte que quand elle parvient à réunir un bloc historique. Grosso modo, la Révolution française, ce sont les avocats qui sont les représentants du tiers-État à l'Assemblée nationale, mais c'est le peuple de Paris qui prend la Bastille, et c'est le peuple des campagnes qui fait la grande peur. Et c'est ça qui fait l'extrême originalité de la Révolution française, avec des périodes de tension dans cette union de classes, de friction, de la même manière, le Front populaire, c'est les intellos qui disent non au fascisme, c'est les ouvriers qui veulent les 40 heures et les congés payés. Mai 68, l'originalité du mai 68 français, c'est un mai 68 ouvrier et un mai 68 étudiant. Un peu en parallèle, mais c'est pas grave, il y a une coïncidence. Alors le problème, c'est que ça se passe dans la rue, ça se passe pas dans les urnes. Le problème de mai 81, c'est qu'on doit avoir une réunion dans les urnes des classes populaires et des éduqués, les profs et les prolos, pour faire bref, mais qu'en revanche, il va pas y avoir la rue derrière. Donc on est fort à gauche quand on réussit à faire se joindre ce bloc historique. Et en fait, le grand mouvement économique, social et politique qui se produit depuis 30 ans et qui crée ce divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche, les profs et les prolos, pour faire bref, c'est la mondialisation, qui trace comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus, avec un taux de chômage qui est multiplié par 4 chez les ouvriers et encore plus fortement chez les ouvriers non qualifiés, tandis qu'il se maintient, il augmente un peu, mais il se maintient grosso modo dans les classes intermédiaires. Donc un rapport à la mondialisation, au chômage, aux délocalisations, qui produit un fossé entre les uns qui considèrent pas forcément que c'est une mondialisation heureuse, mais qui vont l'accompagner passivement, et puis d'autres qui vont s'y opposer fortement et qui vont par exemple aller vers un vote Front National. C'est ce qu'on a vécu depuis 30 ans. Nous est ouvert aujourd'hui une occasion historique. C'est quoi pour réunir à nouveau? C'est que par exemple Nicolas Hulot,
qui est l'intellectuel des Verts, on peut dire l'un des intellectuels des Verts, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut en finir avec le libre-échange. Si on continue comme ça, on va calciner la planète et c'est pas 3 éoliennes qui vont nous sauver. C'est Nicolas Hulot qui met directement en cause la mondialisation. Et donc là, ça offre la possibilité d'une jonction anti-mondialisation, pour le coup, entre des classes populaires qui sont déjà braquées contre ça et des classes éduquées qui voient bien que si on continue avec le libre-échange de la même manière, la planète, elle va droit dans le mur. Donc là, il y a une occasion de jonction concrète. Je m'en réfère à une citation d'un économiste ultralibéral américain qui s'appelle Gary Becker, qui a reçu le prix Nobel d'économie, ou plus exactement le prix de la Banque de Suède d'économie, et qui en 1993 dit ceci. Il dit que la protection de l'environnement et le droit du travail sont allés beaucoup trop loin dans les pays développés. Et que contre ça, la mondialisation, le libre-échange va être efficace, il va permettre d'éroder à la fois le droit du travail et la protection de l'environnement. C'est Gary Becker qui le dit en 1993. Et il y a une très forte conscience à l'époque chez les élites des avantages qu'ils vont pouvoir tirer de ça, à la fois sur le terrain de la protection de l'environnement et sur le terrain du droit du travail. Et il est très intéressant que d'emblée, c'est-à-dire d'emblée, je dis d'emblée parce qu'au milieu des années 90, c'est la période d'accélération de cette mondialisation-là, on a eu le traité de Maastricht qui unifie l'Europe en régime de libre-échange en 1992, on va voir en 1994 les accords de Marrakech, et lui écrit ça, Gary Becker en 1993, dans le cas de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui unifie le continent nord-américain en régime de libre-échange lui aussi. Donc on est dans un moment d'accélération de la mondialisation, et dans ce temps-là, dans cette période-là, l'élite est très consciente des avantages qu'ils vont pouvoir en tirer sur le plan du droit du travail, de la protection de l'environnement. Donc là, il y a la possibilité de recréer un bloc historique parce que protection de l'environnement et droit du travail peuvent avoir des intérêts communs. D'accord, et ça aurait été très intéressant de continuer sur cette voie, mais l'actualité nous rappelle à l'ordre. En ce moment, il y a donc la réforme des retraites qui a été annoncée, les grandes dispositions de cette réforme ont été annoncées ce midi par le Premier ministre. Vous vous opposez au système universel par points. D'ailleurs, vous citez Monsieur Fillon souvent pour illustrer cette opposition. Sauf que le gouvernement a dit en fait que le point serait garanti. Ce midi a été annoncé un engagement de non-baisse du point, un engagement que ce sont les partenaires sociaux et les représentants des syndicats patronaux et des salariés qui fixeraient la valeur du point. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça ne vous semble pas des garanties suffisantes pour qu'un système universel par point permette d'être plus égalitaire? Bon, on est entre nous, comme dirait François Fillon devant les grands patrons. Non, franchement, on ne va pas chipoter, je m'en fiche de tout ça. C'est pas la question, à un moment, on a un peu plus de temps pour parler que dans un média où on a 2 minutes. La question, c'est que sur cette réforme des retraites, quand est-ce qu'on nous parle du bonheur? Ouais, bon, c'est vrai que j'ai pas entendu le mot bonheur dans les éléments de langage, mais que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Mais moi, je viens vous en parler. Moi, j'essaye d'en parler. Non, je suis sérieux. Quand est-ce qu'on parle d'écologie? Alors, comment ça se fait? Moi, il va falloir m'expliquer un truc. Pendant Macron, il revient de vacances et il a changé. Il est écolo. Le gouvernement, il s'est mis au vert. Édouard Philippe, il est passé à l'écologie positive. C'est super. Moi, je passe un automne, je me dis, putain, l'avenir radieux, quoi. L'hiver arrive. On nous dit, c'est la grande réforme de la deuxième partie du mandat. C'est la réforme des retraites. Et il n'y a pas un mot sur l'écologie. Si c'est la grande réforme de la deuxième partie du mandat, si l'écologie est au cœur de ça, ça veut dire qu'il va y avoir un lien entre les deux et que c'est le grand enjeu. Éclairez-nous sur ce lien. Mais non, mais en tout cas, je veux dire, si jamais leur ambition est écologique d'abord, ils devraient nous dire en quoi leur réforme elle est écologique ou en quoi elle ne l'est pas. Et moi, je vais vous dire, maintenant j'arrive. Non, je vais vous dire il devrait y avoir un lien. On devrait penser la retraite aussi dans un cadre écologique et aussi en posant la question du bonheur. C'est quoi? On a eu un mouvement ouvrier dont la grande tradition a été la libération du temps de travail. C'est quoi? C'est la fin du travail des enfants. C'est plus 8 ans, ça devient 10 ans, ça devient 12 ans, ça devient 14 ans, ça devient 16 ans.
C'est une conquête sur le temps de la production, sur le temps de l'usine et sur le temps des mines. On a la durée hebdomadaire du travail qui recule, qui a reculé au fil du XXe siècle. On est passé aux 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. On a eu les congés payés, le congé maternité, et on a eu la retraite. La retraite, c'était une conquête, une libération de ce temps de travail. Vous voyez, ça a été la tradition du mouvement ouvrier. Et au fond, si demain, je les relisais ce week-end, Prospérité sans croissance, d'un auteur anglais qui s'appelle Tim Jackson et qui a rendu un rapport officiel au gouvernement britannique de Gordon Brown au début des années 2000. Et que dit-il en s'appuyant sur un économiste canadien? Il dit ceci, il dit « Il y a possibilité aujourd'hui d'avancer dans une prospérité sans croissance et sans casse sociale. Au contraire, en diminuant par 2 le taux de pauvreté et en diminuant par 2 le taux de chômage. Quelle est l'intervention clé politique, il nous dit? L'intervention clé politique, c'est la diminution du temps de travail. Donc il faut aller vers une diminution du temps de travail. Il faut aller vers une diminution du temps de travail pour sortir de la cage du productivisme-consumérisme, de la cage de la construction de l'individu qui serait avant tout un travailleur consommateur. Il faut sortir de ça. Donc évidemment, la retraite, elle devrait être relue à cette aune-là. En 1982, quand il y a eu les lois Auroux, c'est le dernier moment où on a fait reculer le temps de travail en France. Quand il y a eu les lois Auroux, la retraite est à ce moment-là passée de 65 à 60 ans. Et il y a eu un sondage qui est paru à cette époque-là, où on demandait aux Français qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer pour la retraite dans les prochaines années. Et les Français répondaient ça va passer à 55 ans. Parce que c'était la direction de l'histoire. Keynes pensait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. C'était le sens de l'histoire. Il y a eu une inversion du sens de l'histoire. Si vous m'interrogez, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, sinon je ne vais pas faire plus long. Mais en tout cas, la retraite, l'enjeu de la retraite, il est là. Pourquoi? Alors, il nous gratte le dimanche. Normalement, le dimanche, c'était une journée du Seigneur. C'est mon passé jésuite. C'était la journée du Seigneur qu'on avait arrachée au temps de la production, au temps du chariot boulot dodo. Maintenant, il faut rouvrir les hypermarchés, les supermarchés pour qu'à nouveau on soit dans l'ère du chariot du boulot dodo, qu'on n'ait pas cette journée qui nous soit acquise là-dessus. Et la retraite, c'était le gros morceau qui dessinait un déjà là. Vous savez, c'est un concept de Bernard Friot, le déjà là. C'est ce que on a grosso modo de déjà révolutionnaire sous nos yeux, mais on s'en rend pas compte. Et là, le déjà là de la retraite, c'est un déjà là d'un temps qui est arraché à la production. Et donc, la mesure écologique aujourd'hui, c'est pas de se demander comment on rend davantage producteur, mais comment, au contraire, on continue, on renoue avec l'histoire qui était l'histoire du 19e et du 20e siècle, d'une diminution du temps de travail qui fait se rejoindre aujourd'hui des objectifs sociaux et des objectifs écologiques. Donc voilà à quelle aune devrait être pensée la question de la retraite. Et il n'y a pas un mot du gouvernement là-dessus. Pas un mot. Ça a des conséquences écologiques de dire qu'il va falloir produire plus, qu'on va produire plus longtemps. Ça a des conséquences écologiques pour la planète si c'est le modèle qu'on met en œuvre. Et là, ça n'est pas du tout abordé à cette aune-là. Certes, effectivement, la question écologique n'est pas abordée, mais il y a quand même aujourd'hui, avec le système actuel, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, il y a de la précarité pour beaucoup de retraités. Et je sais que vous êtes un fervent défenseur de la précarité un fervent défenseur de lutte contre la précarité des personnes âgées. Et même si on regarde le système actuel, c'est Antoine Bozio qui le dit, je ne sais pas si vous avez vu son intervention, un des chercheurs de l'EHESS qui a théorisé, on va dire, la retraite par points. Voilà. C'est pour le public. Et lui, il nous explique qu'en fait, si on regarde le système actuel, il y aurait une baisse mécanique des pensions parce que, il y a une baisse mécanique des pensions avec le système actuel, avec une croissance, à partir d'1,2 point de croissance, on baisse les pensions. Voilà. Oui. Et après, c'est vrai que plus la croissance est basse, plus les pensions restent fixes, mais on ne va pas arrêter la croissance comme ça. D'accord. Alors, vous dire d'abord le miracle qui a été résolu grâce aux retraites. Pendant des millénaires, dans les classes populaires, vieillesse a signifié pauvreté. C'était une fatalité. On vieillissait, on était pauvre, on devait terminer mendiant à la solde de ses enfants et ainsi de suite.
Programme du Conseil national de la résistance en 1945, Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs, qui met en œuvre un vaste plan de sécurité sociale. En matière de retraite, ça se met pas en œuvre du jour au lendemain, puisqu'il faut une génération, le temps qu'on cotise et tout ça. Donc ça se met en œuvre en gros au milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. En 10 ans, une diminution par 4 du taux de pauvreté chez les personnes âgées. On passe de 35% à 7,5%. C'est dire l'efficacité d'une mesure politique quand elle se soucie vraiment d'aller heurter la pauvreté. Et du coup, depuis, le taux de pauvreté est passé sous des personnes âgées est passé sous le taux de pauvreté de la population moyenne. Donc voilà. Maintenant, on peut craindre qu'avec les réformes successives, je l'ai dit, il faut une génération pour que ça entre en œuvre. Mais Balladur, Fillon, il y a eu Raffarin avant, Macron et ainsi de suite, on aille vers une remontée de ce taux de pauvreté. Ce qu'on voit dans le dernier rapport de la Cour des comptes, je suis un peu techno moi aussi, c'est que en 10 ans, il y a eu une hausse de 157% du RSA pour les plus de 60 ans. On a plus que doublé le RSA pour les plus de 60 ans. Ça signifie quoi? Ça veut dire que déjà, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des âges exigés, 62, 63, 64 ans, maintenant on nous dit, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout pour toucher la retraite. Parce qu'ils sont au chômage. Un chômeur à 50 ans, il a une chance sur 2 de plus retrouver de travail. À 60 ans, ça devient 20% de chance de retrouver du travail aujourd'hui. Donc au fond, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout déjà. Donc c'est pour ça quand on te dit qu'on va reculer, c'est au fond ce qu'on fait, c'est qu'on remplace une retraite méritée par une allocation de pauvreté. Donc c'est pas pour dire que le système d'aujourd'hui convient. Mais en revanche, c'est pas en allongeant, en disant maintenant on va passer à 64 ans que ça va aller mieux du tout, quoi. Mais est-ce que le système à points, justement, qui vise à compter chaque heure travaillée, donc pour les fins de carrière, effectivement, il y a beaucoup de personnes, à partir de 55 ans, qui ne retrouvent pas de travail. Le gouvernement, ils ont parlé tout à l'heure, je ne sais pas ce que ça va, mais ils ont parlé d'aménager les fins de carrière. Et avec le système à points qui permet de prendre chaque heure travaillée, est-ce que ça pourrait pas justement permettre de continuer à... Parce que le problème, c'est les gens ne travaillent pas et après, ils arrivent à la retraite et ils n'ont pas travaillé pendant 5-6 ans avant et ils se retrouvent à toucher une retraite de misère parce que... à cause de ce trou. Est-ce que ça comble pas les trous des parcours? Même pour nous, les jeunes, on va avoir des parcours un peu en dents de scie, quoi. Non, mais je pense pas du tout que c'est la retraite à points. Je pense pas du tout que la solution elle sera technique de cette manière-là. Mais là, on n'y arrivera pas en passant par de la retraite à points. C'est de l'ordre. Il y a eu d'ailleurs des études qui ont le collectif No Retraite. Je sais pas si vous avez vu, chacun a ses intellos. Hein. Le collectif No Retraite a fait des estimations sur ce que produirait le nouveau système. Donc il y a déjà, pour un salarié du privé, il y avait déjà une baisse de 13% due aux réformes précédentes. Et on y ajoute 10% de baisse supplémentaire. Je veux dire, je reprends mon camarade François Fillon, hein, qui disait, pendant la campagne présidentielle, qui le disait devant des grands patrons, il disait, bon, il y a un truc qu'on dit pas, mais bon, les hommes politiques devraient pouvoir l'avouer, c'est que la retraite à points, ça permet de faire des réformes très discrètement, c'est-à-dire au 1er janvier, vous diminuez un peu la valeur du point, et du coup, ça diminue la valeur des retraites à l'arrivée, mais c'est indolore, ça se sent pas, il n'y a pas de contestation sociale de la même manière. C'est François Fillon qui l'expliquait. Aujourd'hui, on nous dit que... On a vu comment il a fini, quand même. Il avait peut-être pas raison. Oui, mais d'accord, il avait peut-être pas raison, mais enfin, le système de la retraite à points qui va être mis en place, en tout cas, il permet ça. Là, on nous dit, on a la garantie que ça va être indexé sur les salaires. Je veux bien, je note plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est quand même que Macron est arrivé, la mesure qu'il a prise sur les retraites, c'est la désindexation des retraites sur l'inflation. Il a désindexé, ça a été sa première mesure. Et là, il vient nous dire, mais non, mais le point, lui, il sera indexé. Il sera indexé pour combien de temps? Monsieur le député, notre assemblée majoritairement jeune et futurs diplômés se questionne sur le système de retraite que nous connaîtrons. L'INSEE publie des bilans démographiques présentant une population vieillissante, nos générations arrivent sur le marché du travail de plus en plus tard. Au-delà d'une diminution du temps de travail, vous avez reconnu une nécessité d'une réforme du système des retraites sur plusieurs plateaux de radio récemment. Quel modèle prenez-vous au-delà de cette baisse de temps de travail? Non, mais, oui, mais c'est pas rien quand même, mince. D'abord, il faut que la question c'est comment on est heureux au fil de sa vie et dans le travail et que on se dise pas vivement la quille, quoi. Tu vois, tu passes pas de 40 ans à te dire vivement la quille. Or aujourd'hui le problème c'est que compte tenu de ce qui se passe sur le marché du travail,
on a à la fois, il y a un film là qui vient de sortir qui s'appelle Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin sur les territoires zéro chômeur, sur les tentatives de territoire zéro chômeur, et on a des témoignages très forts de gens qui disent combien au chômage ils se sentent inutiles au monde, combien ils se sentent des déchets, et ainsi de suite. Donc on fait des malheureux parce que moi je crois à la valeur travail, comme Sarkozy. Non, je crois à la valeur travail, c'est-à-dire que je crois que le travail est un lieu de réalisation de soi, et c'est un lieu d'identité, c'est un lieu de partage social, donc je pense qu'il y a le besoin d'un lieu comme celui-là. Je crois que le travail reste quelque chose de fortement identifiant, c'est pour ça que j'étais plus que réservé sur le revenu universel de Benoît Hamon, moi. Mais bon, donc je crois que ça reste un identifiant fort. En revanche, ça ne doit pas être toute la vie. On ne doit pas y passer toute sa vie, et il faut que ça ne soit pas une corvée. Or, on a des gens qui sont éjectés du marché du travail, et on a des gens qui sont dans le marché du travail et qui le vivent avec usure. La maladie de l'époque dans le monde du travail, c'est le burn-out. C'est se cramer, se consumer de l'intérieur. Et c'est à la fois dû à la charge de travail, mais c'est dû à autre chose, je pense. C'est dû au sens du travail. Quel est le sens du travail? Moi, je vois une infirmière, j'anecdotise, hein, c'est du Ruffin, là. Mais il y a une infirmière qui vient pour une dédicace du bouquin. Enfin, elle était infirmière, elle y est restée 3 ans. Elle dit, bon, bah, moi, j'en peux plus. Pourtant, j'avais la vocation et je quitte le métier. Et je vais me lancer dans les DRH. C'est un gros souci. Le taux de rotation des infirmières est énorme. Il faut que les gens qui aiment leur métier, et bien, à la limite, c'est ceux qui vont le plus aimer leur métier, qui vont le quitter plus vite. Parce qu'ils vivent une tension entre ce que ça représentait pour eux et la manière dont on leur fait effectuer leur métier. Il faut que les gens puissent trouver un sens à leur travail. Mais vous savez, même un métier comme caissière. Avant, je me disais, bon, c'est quoi s'il y a des machines qui font la caisse, bah, tant mieux pour elles, quoi. Or, quand on interroge les caissières, des études de sociologie, ça montre que les caissières aiment leur métier. C'est-à-dire, elles aiment aller retrouver leurs collègues, pouvoir discuter d'une caisse à l'autre, avoir des échanges avec leurs clients. En revanche, ce qu'elles n'aiment pas, c'est la manière dont on leur fait effectuer leur métier. C'est-à-dire avec des empêtueux d'horaire, des coupures au milieu de la journée, voire une interdiction de parler aux clients. Donc finalement, ce qui se passe en fait, je déborde hein, de la question évidemment, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on élimine ce qui fait l'humanité dans tout ça. On élimine le gras autour de la fonction. C'est comme si on gardait le squelette. L'infirmière, elle va venir, elle va faire une piqûre. Mais c'est pas ça. L'homme, c'est pas ça la femme, c'est pas ça du soin. Le soin, c'est quand autour de la piqûre, il y a une caresse. Quand autour de la piqûre, il y a un échange. Il y a comment vous allez aujourd'hui. Quand une chef de service, là c'est à l'hôpital de Saint-Nazaire, arrive pas le matin en se demandant qui je vais dégager du service pour faire de la place, mais arrive le matin en se demandant comment vont mes patients. Et aujourd'hui, c'est la quête de productivité, elle conduit à éliminer ce que j'appelle le gras autour du métier, et le gras, c'est l'humanité. Donc voilà, on réduit les hommes juste à leur fonction de squelette, quoi. Donc voilà, après, la question de la retraite, bah moi, je veux dire, je sais pas, vous posez peut-être la question vraiment pour vos retraites, déjà, bon, tant mieux, mais... Bah non, mais c'est pour nous que c'est le plus important, parce que c'est nous qui seront les plus touchés par toutes ces réformes. Moi, sincèrement, je veux poser la question du bonheur, mais je veux poser la question du bonheur tout au fil de l'existence, et d'un modèle de bonheur qui est compatible avec les exigences environnementales, c'est-à-dire un bonheur qui a des limites. L'un des yachts, d'ailleurs, au Monaco Yacht Show, s'appelle Limitless, le sans limite. Et ça dit tout de la pensée des élites obscurscissantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour elles. Bah si, il y a des limites et il y a des limites pour nous aussi. Il faut qu'on trouve le chemin du bonheur à l'intérieur de certaines limites. Ben, merci beaucoup. On va tous essayer de trouver le bonheur. De toute façon, c'est l'objectif de tout le monde, je pense. Sur un autre sujet, sur le rôle de l'opposition, on observe, outre les considérations partisanes, on a l'impression que l'Assemblée nationale a un peu perdu de l'influence sous le quinquennat Macron. Alors c'est certainement une perception pas toujours vraie, mais il y a cette perception. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut une réforme du système de la Ve République? Et comment, en tant qu'opposant aujourd'hui, voilà, quels sont les modes d'action? Est-ce que aujourd'hui, en fait, vaut mieux faire interpeller le président
à l'usine Whirlpool plutôt que d'être à l'Assemblée nationale? Je ne me faisais pas d'illusions sur ce qu'est l'Assemblée nationale dans la Ve République, et même avant même Macron. Il a accentué le système. Mais il y a une laisse entre l'Assemblée et l'Élysée. Il y a Montesquieu dans la cour de l'Assemblée nationale, donc qui est supposé être, enfin, qui est l'homme de la séparation des pouvoirs, et doit se retourner dans sa statue tous les jours. Parce que, et c'est évident tous les jours que il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le législatif. Nous ne sommes pas le législatif. Les lois, elles sont décidées par l'Élysée, fabriquées technocratiquement par les ministères, et l'Assemblée est une chambre d'enregistrement. Alors, il y a un constitutionnaliste qui s'appelle Jean-Claude Colliard qui dit que c'est le temps d'habillage démocratique. C'est le temps où on fait du débat pour faire comme si il y avait eu une fabrication commune de la loi et tout ça, et on participe de cette illusion. Donc, moi, j'avais pas d'illusion là-dessus. D'ailleurs, quand tout à l'heure, dans la présentation, on disait ma lettre dans l'entre-deux tours aux électeurs pour voter pour moi, c'était « je vous promets pas la lune, tout ce que je vous promets, c'est de me tenir droit pour vous ». C'était pas sur les 3 engagements, le SMIC et puis tout ça, mais c'était « je me tiendrai droit pour vous ». C'est-à-dire que je savais que je ne remplirais pas la fonction législative. Au fond, c'est un mode d'interpellation que de faire des amendements, que de faire des propositions de loi et tout ça. Je savais qu'en revanche, j'avais une fonction tribunicienne. C'est-à-dire une fonction le tribun, c'est celui qui, chez les Romains, était envoyé par le peuple au Sénat des aristocrates pour un peu les bousculer. Je sais que j'ai cette fonction-là à remplir. Et donc, je la remplis, je le dis de la même manière, à l'usine Whirlpool qu'à l'Assemblée nationale, ou que ce soir. Je viens comme étant une forme d'interpellation. Donc voilà, j'ai cette fonction-là de manière constante. Alors maintenant, oui, il faut en finir avec la Ve République, qui est un régime où une seule tête, c'est une monarchie renouvelable tous les 5 ans. C'est ça la réalité. Mais c'est pas propre à Emmanuel Macron. Donc là, pour l'Assemblée nationale, si on veut faire une véritable réforme constitutionnelle, il y a 2 choix. Moi, je pense, hein. Il y a un premier choix, c'est de dire qu'on veut vraiment que le pouvoir législatif se trouve à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il faut couper le lien entre l'Élysée et l'Assemblée. Par exemple, je donne des mesures, hein, mais c'est de séparer le temps de l'élection présidentielle du temps de l'élection législative. C'est une première solution. Là, vous déconnectez les deux. Il n'y a plus une majorité automatique et pléthorique pour le président de la République. Et là, vous avez une vraie séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. La deuxième solution, c'est d'acter qu'en effet, le rôle du législatif n'est pas l'Assemblée nationale, et on l'acte et on le dit. Et à ce moment-là, on développe la fonction tribunicienne. Je donne des idées, mais par exemple, le principal moment à l'Assemblée nationale, c'est les questions au gouvernement. Et c'est un temps qui n'a pas de réalité législative. On ne discute pas de loi à ce moment-là. On interpelle le gouvernement sur l'actualité. Et c'est sans doute le moment le plus intéressant, au fond. Donc, ça serait de multiplier des moments comme ça. Je donne un exemple, parce que j'ai fait des amendements pour proposer soit dans le cadre de la réforme constitutionnelle que Alexandre Benalla nous a un peu abrégé. Un amendement, c'était de dire que, par exemple, chaque groupe a le droit, chaque semaine, de tirer un ministre. Allez, hop, cette semaine, je tire Blanquer. Et Non, je veux dire, là, par exemple, Blanquer, sur qu'est-ce qu'il propose comme rémunération pour les profs, hein, pour les enseignants, je tire Blanquer, et on organise un débat entre Blanquer et un député de la France Insoumise. Ça dure, il y a 2 fois un quart d'heure, et il y a la possibilité d'échange, et ça devient un lieu d'interpellation du politique, d'échange sur quelles sont les mesures qui sont en œuvre, et ainsi de suite. Il n'y a pas déjà des commissions où il y a les ministres qui viennent parler des projets, etc. Ouais, ça arrive, mais si tu veux, la commission, elle est quand même tenue par la majorité. Le président de la commission est dans la majorité, donc il y a la possibilité d'interpellation pour un député qui fait ses 2 minutes. Le ministre ou bien le PDG, ce matin c'était le PDG d'Amazon, il répond, mais ensuite tu peux pas répondre. Tu vois, t'as pas de temps de ping-pong comme ça. Donc ça, je suis un peu frustré sur le plan oui, voilà, je me disais que ça allait être un peu plus rock que ça de temps en temps. Ouais, bon, ok. Moi, je m'attends pas à rock avec l'Assemblée nationale, mais je comprends cette envie de débat, puisqu'on est là pour ça en plus ici. Récemment, alors je vais vous laisser en parler parce que ça a été dit dans la présentation, il y a une polémique qui a éclaté sur cet enregistrement qui était déjà sorti, donc une fausse polémique,
qui était déjà sorti pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Vous le rencontrez avec les salariés d'Ecopla et vous mettez au point une stratégie de communication là-dessus. Vous avez dit donc que vous avez voulu utiliser l'aura de Macron, mais vous avez quand même été élu député derrière. Donc est-ce que cette action, c'était vraiment juste, juste pour le bien général, si je puis me permettre? C'est pour le bien des salariés d'une entreprise qui s'appelle Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse et qui fabrique des barquettes en aluminium. Je vous assure que quand vous passez à la fin d'un été en faisant accrocher avec votre berlingot au retour des vacances par cette boîte où il y a une poignée de gens qui occupent les locaux comme ils peuvent et que vous grattez la tête en vous disant bon, comment je vais porter le dossier à Paris, c'est pas simple. Donc il faut trouver un chemin. Voilà. Donc le chemin que je leur propose, parce qu'ils étaient en train de distribuer des tracts dans leur coin, c'est de leur dire d'abord, il faut monter à Paris. C'est le conseil que je peux donner. Malheureusement, il y a une telle concentration des pouvoirs médiatiques, politiques, tout à Paris, que les luttes qui sont en province, c'est comme si elles n'existaient pas tant qu'elles restent en province. Donc ils montent dans des cars Macron. Ils viennent à la fête de l'UMA, on les fait faire un truc devant Bercy, peut-être qu'ils sont reçus à Bercy, et je savais que Macron, j'avais fait un dossier là-dessus, il avait particulièrement pas bougé sur le dossier Ecopla. Même la seule action qu'il a faite, d'abord il a reçu le patron qui était un patron voyou, et ensuite, son cabinet a reçu le patron voyou, il n'y a eu aucune réponse pour les salariés, la seule réponse qu'il y a eu, c'est le jour où il est parti de Bercy, il a envoyé une lettre en disant mon successeur s'en occupera, quoi. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc, il était en faute, c'est clair. Donc, on fait la tournée des QG de campagne et on va interpeller Macron. Bon, il y a 1h30 de discussion, donc c'était pas du tout. Oui, c'est sorti de son contexte. Oui, c'est pas grave. Non, mais non, enfin, je veux dire, je le ferai pas. Non, mais moi je le ferai pas, je le ferai plus comme député. Maintenant, à l'époque, je suis un journaliste activiste, j'ai une cause à défendre, c'est la cause des salariés de Saint-Vincent-de-Mercuse, et voilà, je ferai tout pour ça. Donc, on est dans le bureau, je resitue le contexte, comme ça vous donne des anecdotes. On est avec les salariés d'Ecopla, avec une personne des sociétés coopératives, avec une journaliste de Radio Nova. Donc, c'est pas comme si c'était un truc qui s'était tourné dans le bureau de Macron discrètement. Et on lui en met plein la tête sur le mode bon bah vous avez rien foutu maintenant maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Donc bon, il y a une discussion qui s'engage et lui bon d'accord, quand vous allez sortir, par la suite, on va vous interpeller et vous répondrez ce que vous nous avez répondu ici, c'est que vous avez fait une connerie, vous avez fait une faute, mais maintenant c'est bien de le dire dans un petit bureau. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de le dire sur la place publique. Et ensuite, si vous viendrez à Saint-Vincent-de-Mercuse, vous viendrez voir l'usine, et on espère que ça pèsera dans le dossier. Donc en effet, quand tu as une carte, moi j'ai un jeu pour défendre les salariés de Saint-Vincent-de-Mercuse, j'ai même pas une paire de deux, quoi. Là, on me propose un joker. Bah ouais, je joue le joker. Et sachant que Emmanuel Macron a été élu après, est-ce que vous regrettez? Non. Vraiment, il y a plein de choses que je regrette, tu vois, même dans les polémiques récentes, moule, gaufre, frites, foot, gaufre et ainsi de suite. J'en ai un certain nombre de trucs où je fais pas ce que j'aimerais faire et où je me sens plutôt honteux à la sortie en vérité. Là-dessus, je me sens pas du tout honteux. J'ai une bagarre à mener. J'ai une bagarre à mener pour des salariés, j'ai une bagarre à mener pour 80 ouvriers qui vivent une injustice majeure avec le tribunal de commerce de leur coin. Je cherche des alliés. Si l'allié à ce moment-là, il peut être Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, je le prends. Je le prends pour ça, tu vois, et je le prends au moment où il doit dire devant les caméras, ce qui n'est pas quand même le plus agréable pour lui, oui, j'ai fait une erreur, j'ai fauté. Bah oui, mais il le dit pas seulement dans un petit bureau, dis-le sur la place publique. Et donc, je pense pas que ça lui rende particulièrement service d'avoir à dire ça sur la place publique. Et par ailleurs, moi, je sais ce que ça veut dire mener un combat pour des espèces de causes qui sont quand même très, très, très compliquées. De toute façon, quand on vient me voir, c'est que la situation est désespérée. Donc bon. À l'échelle plus locale, à Amiens, vous portez un projet similaire à celui d'Éric Piolle, donc maire de Grenoble, en souhaitant réunir donc Picardie Debout, le Parti communiste, la France Insoumise, Ensemble et EELV. Ouais, c'est fait. C'est fait d'ailleurs, oui. Et, quel est le projet derrière cette réunion de la gauche à l'échelle très locale principalement, dans la continuité de la question de tout à l'heure? D'abord, c'est quand même une ville symbolique puisque c'est la ville de Macron. Et la vôtre. Oui, et la mienne aussi. Bon. Mais voilà, donc que dans une ville qui est plutôt une ville populaire, on s'offre la possibilité d'ouvrir un chemin d'espoir entre l'extrême droite et l'extrême argent, c'est pas rien. C'est un signe.
Et ça, je pense qu'une gauche éclatée ne peut pas le permettre. Une gauche réunie, elle se donne des chances d'y parvenir. Je ne dis pas que c'est gagné, mais elle se donne des chances d'y parvenir. Donc voilà. Et ensuite, bah, j'espère qu'il y aura des projets. C'est pas moi qui serai maire de la ville. Hein. Je ne suis pas candidat, moi. Donc, hein, non, c'est bien clair. Qu'on ne croit pas que c'est une déclaration de candidature. Donc moi, c'est pas moi qui suis candidat, mais en revanche, j'espère que demain, là, après, on rentre dans la politique très locale, mais ceci dit, je vais vous dire quelque chose sur le niveau national. Je pense que on investit beaucoup sur les murs, sur le béton, et en fait, tout est passé à cet horizon-là. Par exemple, à Amiens, il y a un nouvel hôpital qui s'est construit, qui a coûté, je ne sais plus vous dire combien, donc comme je ne veux pas dire de conneries, je ne vais pas vous le dire, mais qui a coûté super cher. Et on investit à fond sur le site, peut-être que c'était nécessaire, mais en revanche, derrière, on ne se demande pas quels vont être les moyens humains, d'infirmières et ainsi de suite qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais de la même manière, par exemple, la question comme la question des prisons. Vous voyez ? La question des prisons, elle va être pensée en termes de « il faut construire des nouvelles prisons » et puis il va même y avoir des reportages là-dessus sur TF1 Bouygues pour nous dire qu'il faut bien construire des nouvelles prisons. Hein ? Mais aujourd'hui, penser la place de la prison dans la société, c'est davantage penser la place de la réinsertion, de comment on fait pour construire un lien à l'intérieur, qui ait des formations, qui ait des perspectives de sortie, d'emploi, de boulot, de tout ça. Donc c'est mettre des moyens humains à l'intérieur de la prison qui est peut-être plus important que d'en construire de nouvelles. Et de la même manière, sur la politique très locale de la ville d'Amiens, je crois qu'on a mis 130 millions d'euros pour changer la voirie, des voies de bus. Ça a été le gros projet. Ben non, pendant ce temps-là, c'est des choses que tu fais pas pour la petite enfance. C'est des choses que tu fais pas pour... moi, un gamin qui zone sous un arrêt de bus et à qui on va pas un peu le racoler pour lui proposer d'aller dans un club de foot, d'aller faire de la capoeira, d'aller enregistrer un disque, j'en sais rien, je m'en fous. Mais on ne peut pas laisser un môme ado sans nourrir une envie en lui. C'est l'essentiel. Il faut qu'il y ait une flamme chez les gens. Et cette flamme-là, une fois qu'elle est allumée, il faut la nourrir, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus. Donc voilà, j'espère que demain, c'est pas moi qui serai maire, je ne serai pas adjoint, je peux vous expliquer ce que j'envisage comme place dans le système, mais il faut qu'il y ait, on aille du béton vers les hommes. C'est tout, voilà. Donc là, c'est l'expérience locale, un peu la première expérience locale finalement de cette alliance que vous voulez entre les Verts et les Rouges. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Au niveau des préoccupations, en fait, au niveau de l'électorat, on va dire contestataire, on pourrait imaginer qu'en fait, si vous voulez arriver aux affaires, une alliance avec des gens qui auraient tendance à voter Rassemblement National, enfin, cet électorat-là aurait peut-être plus tendance que l'écologie bourgeoise, disons, à rentrer, à unir ses forces pour élire quelqu'un comme vous, ou ça, on ne sait pas encore qui sera présent en 2022. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus stratégique politiquement, en termes même de politique locale, de faire une alliance populiste? Non, mais... Je me suis bagarré sur le parking de l'usine Whirlpool quand j'étais candidat pour aller voir les salariés quand j'entendais des mots sur les réfugiés et les immigrés ou les assistés en leur disant « mais qui est votre adversaire ?» Parce que comme c'est sur le chemin de Calais, on est sur le chemin de Calais nous, est-ce que c'est ces pauvres bougres qui marchent pour aller rejoindre Calais? Est-ce que c'est ces personnes que vous voyez à la télé? Ou bien est-ce que c'est Jeff Fettig? Ils ne savaient pas qui était Jeff Fettig. Jeff Fettig est le PDG de Whirlpool. Donc là, je leur ai amené sa tête à Jeff Fettig. J'ai amené sa maison à Jeff Fettig, avec ses 12 salles de bain, son accès direct à la plage, sa piscine intérieure, ses cours de tennis. Pourquoi? Parce que si jamais ils sortaient de chez Whirlpool, de leur usine, et qu'ils avaient ça en face, un espèce de château, ils verraient qui est l'adversaire. Oui, mais justement, là, c'est un peu l'idée que je voulais dire. Bah non, parce que pour moi, il n'est pas question de... Je ne vais pas faire alliance avec des gens qui déterminent d'autres pauvres bougres comme étant l'adversaire. Je ne vais pas faire alliance avec eux. Non, pas faire alliance avec eux, mais vous voyez que vous avez convaincu ces gens-là qui avaient ces convictions erronées.
vous les avez convaincus que finalement, votre point de vue, que finalement le problème c'est les multinationales et les ultra-riches, du coup peut-être ça permettrait plus d'atteindre des postes importants. Pour l'écologie, l'adversaire c'est les multinationales et les ultra-riches, donc ça nous fait une communion de pensée. Et même sur le parking de Whirlpool, j'ai parlé régulièrement d'écologie. Quand je suis allé chez les salariés, j'ai parlé de « Est-ce que vous demain vous voulez un monde sans hirondelles ?» Moi, quand j'étais gosse, mon père, je me souviens, à Proyard, qui était la ferme de ma grand-mère, on regardait les hirondelles voler et il m'expliquait qu'il y avait de l'orage parce qu'elles volaient bas, ça signifiait que le temps était lourd et que les insectes, ils volaient bas, ils n'arrivaient pas à décoller, grosso modo. Et moi, il a fallu que j'attende des années pour l'expliquer à mes mômes parce qu'il n'y avait plus d'hirondelles. Et quand je dis ça à des ouvriers de chez Whirlpool, ils disent « Bah oui, c'est pas le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants. » Donc pourquoi il n'y aurait pas de conscience écologique chez les ouvriers également, même de conscience écologique pratique, c'est-à-dire que quand on en discute, est-ce que franchement le sèche-linge c'est un truc qui est nécessaire? Ils fabriquaient ça. Je leur demande. Le vent a très bien fait le boulot pendant des millénaires. Pourquoi des sèche-linges? En revanche, le produit historique d'Amiens jusqu'en 2002, c'est le lave-linge, qui est parti en Slovaquie. Là, on a eu le sèche-linge qui est parti en Pologne, on a eu le lave-linge qui est parti en Slovaquie. Retour du lave-linge. Retour du lave-linge sur Amiens. Retour du lave-linge, là, j'essaye de soutenir un projet de lave-linge sans obsolescence programmée. Et avec un circuit où là, ce qui se passe, c'est qu'on a un éloignement, il faudrait dire un autre truc, mais on a un éloignement entre le lieu de production, la Pologne, et le lieu de consommation de ces lave-linges-là qui reste le nord de l'Europe. Évidemment, il faut un rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation pour pas qu'il y ait des camions partout sur les routes. Aujourd'hui, au cœur du drapeau de l'Union européenne, comme symbole entre les étoiles, ce qu'il faudrait, c'est un camion. C'est le symbole de l'Union européenne. Il faut bien comprendre que l'Union européenne, elle tient, ce modèle économique tient parce qu'il y a un coût du transport qui est très faible. Et tout a été fait pour baisser le coût du transport dans l'Union européenne. Un truc qui s'appelle le Trans-Europe Network, c'est 12 000 km d'autoroute pour qu'on puisse aller très vite. La fin des barrières, parce que le temps perdu à la frontière, c'est évidemment de l'argent qui est perdu. Et faire baisser le coût des transports en taxant pas le gasoil des camions et en instaurant une concurrence entre les chauffeurs qui fait qu'il y a plus de transport international routier français. Parce que les chauffeurs français sont pas compétitifs. Pourquoi il faut baisser le coût du transport? Parce que si jamais le coût du transport il était élevé, c'est plus intéressant pour une multinationale comme Whirlpool d'aller produire en Pologne. Les bénéfices, ils seraient perdus sur le chemin. Donc, la solution pour une relocalisation de l'économie, c'est évidemment de relever le coût du transport. Mais donc là, on voit comment il y a la possibilité de trouver des chemins pour une écologie qui soit une écologie sociale et qui parle très bien aux salariés de Whirlpool. Merci pour cette réponse. Pour les ambitions, enfin les ambitions, je veux dire, sur la stratégie que vous employez à Amiens d'unir les verts et les rouges, au niveau national, quelle sera la stratégie de la gauche en 2022? Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est encore la bonne personne pour mener les combats pour représenter au niveau national vos combats? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui la tête de proue de ces revendications. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut quelqu'un d'autre? Moi, je veux poser la question d'abord autrement. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, qu'il y ait comme mot d'ordre, arrêtez vos conneries. Ou arrêtons nos conneries. C'est pas possible de recommencer avec chacun dans son couloir et on va à l'élection séparée. C'est une logique partidaire qui est une logique suicidaire. Donc il faut trouver le chemin du rassemblement. C'est pas évident, hein. Déjà, rien qu'à l'échelle d'une ville, je peux vous dire que ça dure pendant des semaines et des mois et faut tenir, quoi. Mais si on veut ouvrir en 2022 un chemin entre l'extrême argent et l'extrême droite au niveau national et pas seulement à l'échelle de Amiens ou de Grenoble, par exemple, eh bien, il faut sortir de cette logique partidaire et suicidaire. Jean-Luc a proposé, là, par exemple, la Fédération populaire. Il a tendu la main à Yannick Jadot, par exemple, ou au Vert. Il faut que des discussions s'engagent et il faut qu'il y ait une pression. Moi, je crois, moi, je parle de Front populaire écologique parce que en 1934, quand a démarré le Front populaire, ça a été une pression de la base. Ça a été les militants communistes et les militants socialistes qui, dans les cortèges antifascistes à l'époque, se sont mis à crier unité, 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 unité et ont forcé
les cortèges à se réunir, à ne plus faire qu'un. Donc il faut qu'on ait, sans une pression populaire, je doute que les logiques partidaires soient broyées, quoi. Concernant Jean-Luc Mélenchon, il y a une étude récente qui montre que 57% des électeurs qui ont voté pour lui en 2017 au premier tour demandent que lui ne soit pas le candidat en 2022. Donc c'est un peu la pression de la base, ça, les électeurs. Oui, bon, maintenant il faut voir que les choses elles se passent en dynamique. Aujourd'hui on est dans cette situation-là. Jean-Luc est un homme de campagne. Donc il faudra voir ce qui se passe quand le moment est venu. Voilà, il est possible qu'il y ait plusieurs cartes sur la table et qu'on regarde quelle carte est la meilleure à jouer à ce moment-là pour ouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Et ça doit être notre mot d'ordre commun et je pense qu'on l'a tous à l'esprit. Et vous l'envisagez, peut-être? Si la base vous désigne, est-ce que vous accepteriez? Si la base me désigne, c'est pas, je pense que la base, elle n'a pas désigné ça, elle a exigé qu'on ait à arrêter vos conneries. Je pense qu'aujourd'hui, à l'instant I, j'ai pas les épaules pour ça. Je suis un bon animateur de démocratie, je me sens pas chef d'État aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. On va passer aux questions publiques. Je pense qu'il y en a pas mal. Merci beaucoup. Comment, si on met ces mesures en place de redirection du capital, de taxation des dividendes et tout ce genre de choses, pour avoir l'argent nécessaire, comment on s'assure que les entreprises ne vont pas fuir, comment on s'assure que les créateurs de capitaux ne vont pas fuir et que les intellectuels et tout ce genre de choses? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Merci. Donc, sur comment on fait, bon, je te passerai mon manuel pour comment on fait la gauche. D'abord, il y a une nécessité à partir du moment où on arriverait aux affaires, malheureusement c'est à prendre avec beaucoup de conditionnels pour l'instant, mais à partir du moment où on arrive aux affaires, c'est de créer des alliances internationales. Je veux dire, il faut avoir un changement, c'est-à-dire que la France... Je ne sais pas si vous avez vu Adults in the Room, le film de Costa Gavras sur la situation en Grèce. Je vous le recommande. Avoir des moments où regarder le pouvoir de l'intérieur, c'est toujours saisissant. Donc je vous recommande de voir ça. Mais on voit à l'intérieur comment Tsipras vient, je ne sais plus si c'est Tsipras ou Varoufakis, mais vient à Paris rencontrer Michel Sapin et François Hollande. Et ils lui disent non, va à Berlin. C'est la France qui refuse de jouer son rôle. Et moi, je pense que la première erreur de François Hollande quand il a été élu, c'est qu'il aurait dû commencer par faire une tournée des pays de l'Europe du Sud. Il aurait dû aller voir le Portugal, il aurait dû aller voir l'Espagne, il aurait dû aller voir l'Italie, il aurait dû aller voir la Grèce. Et qu'importe la couleur des gouvernements, on a une Europe du Sud qui est une Europe en souffrance. Parce que la politique économique qui est menée en Europe, elle ne leur convient pas. Ils ont été habitués à une plus forte inflation, enfin à des tas de choses comme ça qui fait qu'ils sont aujourd'hui en souffrance. À la place d'être le bon élève de Berlin, la France pourrait être le leader de l'Europe du Sud et construire un bloc comme ça qui pèse pour des changements. C'est la première chose. Et ensuite, il va y avoir une bataille énorme. Le capitalisme ne va pas se laisser, ne va pas reculer volontiers dans la 5e puissance économique ou 6e puissance économique mondiale. C'est l'évidence. Donc de toute façon, si jamais il y a une élection et que derrière les gens ils se bougent pas, c'est cuit. Si derrière, le gars qui est envoyé à l'Élysée avec son petit gouvernement, il est laissé tout seul, que ça bouge pas dans la rue, qu'il n'y a pas des manifs de soutien, et en face, il aura en face de lui le MEDEF, il aura la Banque Centrale Européenne, il aura Bruxelles, il aura les médias de Niel, Drahi, Arnaud, il aura des sondages qui viendront dire c'est les Khmers verts, ça va pas, c'est du n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Si jamais il n'y a pas un point d'appui populaire, il ne pourra pas faire. Mais par exemple, une mesure sur si Whirlpool décide ce qu'ils ont décidé, il y avait une possibilité, c'était la non-homologation du plan social, en disant il n'y a pas de motif à un licenciement économique. Il y a cette année 471 millions d'euros de bénéfices pour Whirlpool, on ne peut pas accepter qu'il y ait des licenciements économiques. Donc c'est un rapport de force qui se crée, qui est pas évident. Et moi je dis pas que la gauche arrive et tout change et c'est merveilleux. Hein. C'est vraiment pas de. Si déjà on change un peu la vie des gens, ça sera déjà formidable. Donc je dis pas que on fera mais il est certain que ça se fera dans le cadre d'un rapport de force. Et si les gens se contentent de mettre un bulletin dans l'urne, c'est cuit, ça suffira pas. Il faudra que s'il se passe. Vous savez, en 36, pardon. En 36.
les 40 heures et les congés payés ne figuraient pas dans le programme du Front populaire. Et au moment où Léon Blum, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Les 40 jours de Léon Blum », entre le moment où il gagne et le moment où il entre à Matignon. Mais là, pendant tout ce temps-là, se développent des grèves massives qui fait que les congés payés, qui sont impensables pour la France à la veille du Front populaire, vont être votés à l'unanimité moins une voix par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force dans le pays. Quand le peuple déborde, on ne peut plus rien contre le peuple. Mais moi, je disais pendant ma campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. C'est-à-dire comment on sort les gens aujourd'hui de la résignation. Le système, il tient par la résignation. Le système, il tient plus par l'envie. Les gens, ils ont plus envie de plus de concurrence, plus de mondialisation, plus de croissance. Ça leur fait plus envie, ça. En revanche, il y a une espèce de résignation qui s'est installée dans les cœurs, et c'est ça qui est à combattre. Donc voilà, si derrière une élection, moi c'est pour ça 36, c'est la rue et les urnes. Enfin, c'est les urnes et la rue. S'il n'y a pas un mélange des deux, c'est mort, quoi. Vous l'avez dit dans une interview chez LCI qu'en ce moment le gouvernement est focalisé sur la réforme des retraites. Est-ce que selon vous, le gouvernement va revoir ses priorités avec la situation à la ronde de l'écologie en ce moment? Si on prend l'écologie au sérieux, la grande réforme de la deuxième partie du mandat, ça devait pas être la réforme des retraites. Si tu fais la réforme des retraites, tu dois expliquer en quoi c'est écologique. C'est le minimum. Mais ça devait pas être la réforme des retraites. Il y a une étude qui est parue en 2030. L'île d'Oléron sera sous les eaux. Le marais Poitevin sera sous les eaux. Niort sera une ville côtière. En 2030, c'est demain. Et face à ça, la grande question sur laquelle on va diviser les Français et sur laquelle on va se chamailler, c'est le déficit budgétaire des régimes spéciaux à l'horizon 2030. C'est pas à la hauteur des enjeux. L'enjeu, c'est aujourd'hui de savoir comment on transforme l'agriculture, comment on transforme les déplacements, comment on transforme l'énergie, comment on transforme le logement. Voilà les véritables enjeux si on avait une ambition pour le pays. Et là, on passe complètement à côté en divisant les Français sur ce qui ne devrait pas être l'essentiel. C'est comme si on avait installé des experts comptables à l'Élysée, alors qu'il y a un effondrement qui est en cours, quoi. Voilà, je pense que on vit des moments tragiques. Je le présente avec le sourire, mais au fond, ce sont des moments tragiques. De la gauche par rapport à la décroissance, je pense que tout se joue au niveau de l'éducation. Au niveau du professorat, on voit que les professeurs sont notamment touchés au niveau de la réforme des retraites, tout ça. Et est-ce que vous savez comment intégrer cette notion de décroissance et d'écologie sociale au niveau de l'éducation, notamment dans les programmes, et comment la gauche, si elle arrive au pouvoir, pourrait arriver à intégrer tout ça? Parce que si on ne passe pas par l'éducation, je pense que ça ne se fera pas, et que c'est là où le changement de mentalité s'effectue à la base. Je pense que quand Jules Ferry crée l'éducation nationale, rend obligatoire l'école, il y a un but qui est poursuivi. Je crois que par ailleurs, une incise comme ça, mais la société, aujourd'hui, quand on voit dans les hôpitaux, dans les écoles, on parle d'une absence de moyens, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce dont souffre le plus la société, c'est d'une absence de fin, qu'il n'y ait pas de finalité, qu'il n'y ait pas de but poursuivi qui soit énoncé, qu'on ne nous dise pas quel est le chemin du progrès, du bonheur, et ainsi de suite. On ne nous le dit pas. On ne nous dit pas c'est ça la finalité qu'on poursuit. Et je crois que l'école souffre aujourd'hui d'une absence de finalité, d'une absence de fin. Jules Ferry, quand il le crée, il y a un objectif. Former des citoyens pour la Troisième République. Mais aussi, reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et on va te mettre des cours de gymnastique, on va t'endoctriner comme tu veux, mais enfin, il y a un objectif, c'est de préparer la Première Guerre mondiale. Bon, en tout cas, d'être dans un truc comme ça. C'est clair. Tout au fil du XXe siècle, il y a un objectif. À côté de continuer à former des citoyens pour la République et tout ça, il y a un objectif, c'est, on se dit, il y a besoin d'un niveau d'éducation, un niveau de formation qui s'élève pour des entreprises qui réclament des qualifications qui sont sans cesse supérieures. Aujourd'hui, on ne sait plus, on est perdu. Est-ce qu'il faut former des travailleurs pour Uber, Deliveroo et ainsi de suite? Est-ce qu'il faut former pour une main-d'œuvre alors qu'on réclame de la main-d'œuvre déqualifiée? Du coup, ça perd le système d'enseignement, il perd sa finalité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'écologie offre une chance de redonner un projet à l'éducation. C'est-à-dire de dire, votre objectif pour demain, c'est pas de former des travailleurs pour Deliveroo, Uber, Dassault, qu'importe, mais c'est de former des habitants de la planète Terre. Et qui devront avoir suffisamment de conscience et suffisamment de savoir-faire pratique pour pouvoir l'habiter de la meilleure des manières. Donc je pense que l'écologie peut offrir une nouvelle fin à l'éducation. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici vont bientôt
Et la question que je voulais vous poser, c'était surtout pour avoir votre avis. Pensez-vous qu'il soit, disons, mieux de rejoindre des grandes multinationales et de travailler à l'intérieur de ces multinationales à faire changer les choses, ou plutôt de s'en désintéresser? Vous avez le choix entre voice, exit, fight. Vous savez, c'est le truc classique. D'abord, dire une chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dès que vous entrez sur le marché du travail? Plusieurs choses. D'abord, vous avez du savoir, c'est-à-dire que vous avez des armes. Et vos armes, c'est au service de qui vous allez les mettre. Voilà. Donc, mais c'est vraiment, on vous a armé intellectuellement. Savoir lire, savoir écrire, savoir analyser, savoir contester, savoir répondre, savoir parler, dans notre société, ce sont des armes. Donc c'est vrai que se pose la question de au service de qui on met ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous confondre avec votre fonction. Peut-être que par nécessité, vous allez être amené à occuper des postes. Il n'y a pas d'obligation de s'identifier à ce poste, de s'identifier à l'entreprise où vous êtes. Vous pouvez continuer à avoir une distance entre votre être privé, votre conscience politique, sociale et ainsi de suite, et votre devoir professionnel. Voilà. Ensuite, moi je crois qu'il n'y a rien à attendre de faire quelque chose à l'intérieur des multinationales. Ça c'est clair. Je pense qu'il faut qu'il y ait une pression de l'extérieur pour limiter le pouvoir et l'emprise des multinationales sur nos vies. Donc, et qu'un certain nombre de savoirs sont nécessaires, soit de manière salariée dans des organisations qui existent, soit de manière bénévole pour établir une critique et ainsi de suite, mais pour offrir des armes aux contestataires de l'emprise de ces multinationales. La romancière américano-indienne Arundhati Roy disait la prochaine révolution se fera contre les multinationales. Quels espoirs fondez-vous dans la nouvelle Commission européenne, présidée par Mme von der Leyen, et à un niveau plus global, qu'attendez-vous des grandes instances de coopération internationale pour traiter ces fortes problématiques que sont l'écologie et notamment l'immigration? Je vous remercie. Aujourd'hui, parler de lobby, c'est être en deçà de la réalité. Je le fais aussi. Je parle de lobby parce que ça permet des facilités de langage. Mais le lobby suppose une pression de l'extérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une colonisation de l'intérieur. C'est une confusion entre les intérêts du privé et les intérêts de la sphère publique. L'appareil d'État est colonisé de l'intérieur. Donc voilà, je prends juste l'exemple du CETA. Mais le CETA, au départ, c'est l'industrie pétrolière qui missionne un mec, d'ailleurs, qui est salarié maintenant de l'industrie pétrolière canadienne, qui s'appelle Jason Langrish, qui va voir le gouvernement canadien qui lui dit de passer un accord avec l'Europe, et il y a un accord, ensuite il se déplace à Bruxelles, et il y a des groupes qui sont des groupes de l'industrie privée qui nourrissent de l'intérieur la Commission européenne pour que ce projet d'accord entre le Canada et l'Europe soit porté et qu'il aboutisse maintenant 15 ans plus tard. Donc ça met un petit peu de temps, mais le processus au départ, il germe de cette manière-là. Je pourrais le raconter sur un certain nombre d'autres choses. En revanche, je pense qu'il peut y avoir, bon, ça ne veut pas dire, ce qui peut être passé au niveau de l'Europe, on le prend, c'est tout. Mais sur le climat, par exemple, le grand appui qui est l'ONU, le GIEC, qui a permis qu'il y ait un diagnostic partagé au niveau mondial sur au moins le constat. Il n'y a pas les solutions à l'intérieur et il ne s'avance pas trop sur les solutions. Mais au moins, maintenant, il y a un diagnostic partagé au niveau international, à Trump excepté, quoi. Mais il y a un diagnostic partagé sur ça. Et ça, c'est un organisme international qui l'a permis. Maintenant, j'attends pas énormément de choses des accords de Paris et tout ça. Il faut le faire. Tout ce qu'on peut gagner par ce biais-là, il faut le faire. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait des pays qui prennent leurs responsabilités et qui soient fer de lance, qui soient moteurs, qui soient la locomotive qui tire le reste derrière. Je veux dire que au moment de la Révolution française, on installe un système républicain en France. On n'attend pas d'avoir des discussions avec tous les pays d'Europe pour savoir s'ils vont faire la même chose. Quand on met en œuvre les congés payés en 1936, c'est pas ah bah oui mais si ça faut que ça se fasse partout en Europe en même temps, sinon on va pas le faire. On voit à quel point ce mode de raisonnement
peut être un mode d'arrêt de réforme positive en disant si on veut bien le faire ici, mais seulement si ça se passe ailleurs. C'est une manière de ne pas le faire. Donc il ne faut pas que la communauté internationale soit une excuse à ne pas agir ici et maintenant. Que pensez-vous du transhumanisme? Quelle place a le transhumanisme dans la société future que vous imaginez? Sur le transhumanisme, je suis contre. Voilà, je pense que l'homme doit accepter ses limites et c'est pas en introduisant de la technologie dans l'homme qu'on va s'en sortir, quoi. Donc voilà.